Rebonjour à vous, chers auditeurs de Rage de Dés. Merci d'être fidèles au rendez-vous aujourd'hui pour ce 4e épisode de notre nouvelle série, mini-série L'Appel de la Faucheuse, en compagnie de notre très sympathique et excellent joueur invité, Pierre-Philippe Renaud. Salut, Pépé. Salut, Félix! Hey, salut, man! J'ai comme l'impression que dans ta tête, t'entendais des bruits de foule comme le gladiateur. Ouais. C'était un peu ça. C'était un You're Not Entertained. Mais ça va bien, pis toi? Comment ça va? Ça va. J'avais la réflexion entre les deux épisodes, peut-être un peu niaiseux de ma part, mais j'avais comme pas caché qu'en nous plongeant dans un monde aussi horreur, on aurait aussi droit à un monde aussi dark et gore. Mm-hmm. Je sais pas pourquoi, j'ai juste pensé à l'intrigue et au mystère, puis j'étais comme, c'est vrai, dans le fond, des films de zombies, ça ramasse, hein? Absolument. Puis moi, c'est... Même que je joue, man. Même que je joue, moi, je suis intense. Chers auditeurs de Rage de Dés, je tiens à vous remercier d'être fidèles au poste. Je remercie aussi nos supporters sur Patreon qui permettent de vous fournir ce contenu gratuitement en échange de quelques pièces d'or. Pour les contributeurs, vous avez désormais accès aussi à l'ensemble de la série pour pouvoir, en bon québécois, binge-watch la patente. Je remercie nos partenaires qui permettent de la réalisation de ce projet. Trêve de préambule et de remerciements, cher Pépé. On va poursuivre le 4e épisode de l'Appel de la Faucheuse. On s'est laissé la dernière partie alors que les oiseaux prenaient leur envol de la forêt, suite à l'impact sourd mais sonore, tranchant de ta pelle sur ce cultiste. Sans entrer dans des détails trop sombres, scabreux ou gore, tu viens tout juste de mettre un terme à l'existence décharnée, déshumanisée de ce chasseur de tombes, qui était à la recherche, il semblerait, d'individus marqués de ce sombre sceau, la forme d'une serrure qui apparaît sur leur crâne. Vous êtes, toi et tes collègues, sur un champ de bataille gigantesque ou en bordure de celui-ci à l'intérieur de la forêt qui borde ce champ de bataille. Votre rôle? Soigner les blessés, abréger les souffrances des mourants et pouvoir ramasser les dépouilles afin d'honorer les morts. Ton personnage, Oscar, est là depuis plus de 80 jours, mais c'est la première fois que tu remarquais, à travers les dépouilles que tu veux honorer et nettoyer, la présence de dépouilles étranges, marquées, oui, de ce symbole de serrure au front, mais aussi dont les yeux sont entièrement blanchis, blanchâtres, laiteux, et qui se sont jetés sur toi et tes collègues. Prenant la fuite en direction des bois, vous avez rescapé d'autres survivants du camp ennemi de cette gigantesque croisade de la dernière décennie, des humains, et avez décidé de forger, devant l'adversité, une alliance temporaire. 4 d'entre vous sont toujours debout, ayant perdu 2 comparses pendant les dernières heures. Tu te retrouves donc en compagnie de Gimwick, ce petit gnome fort sympathique, qui semble être le responsable de votre groupe de fossoyeurs, et d'un autre criminel comme toi, qui est forcé à des travaux ignobles, et 2 humains, le frère Gianni et Bessem, qui eux aussi ont fui les attaques. J'ai changé cette ambiance musicale, Oscar, parce que pour faire face à la noirceur de la nuit et à ce moral très bas et sombre qui pesait sur vous, il y a un remède naturel qui se présente à toi, alors que les oiseaux s'envolent dans le ciel. Notre caméra narrative externe semble pointer vers l'horizon, alors que réconfortante, qui vous réchauffe, réparatrice, jetant la lumière dans la noirceur, les premiers rayons du soleil commencent à pointer à l'horizon. Vous avez donc parcouru pendant plus de 3 heures les plaines du champ de bataille, puis tu prends conscience qu'avec les interrogatoires, avec la pourchasse vers votre chariot, on doit être aux petites heures du matin. La nuit commence tranquillement à vous quitter, et l'espoir donc vous ragaillardit. On va, à toute fin bénéfique, laisser derrière nous justement peut-être ces 2 dépouilles que tu as décharnées et dont tu as fait une séparation claire entre le haut et le bas pour se tourner résolument vers l'avenir. Mon cher ami Oscar, après avoir effectué ta sale besogne avec les 3 autres survivants, ne pouvant pas retourner tout de suite vers vos campements de peur d'avoir vos drapeaux blancs tachés de sang, que désires-tu faire? 2 choix clairs pour toi? Poursuivre ce contact mystérieux dont le frère Gianni semble te parler plus loin dans la forêt près du Grand Pin, ou aller à la recherche de cette crypte ancienne, ce tombeau, cette sépulture d'un des ancêtres nains
qui semble avoir été bafouée, ou bien une autre stratégie de ton cru. Que fais-tu? Ben, de ce que je comprends, je veux dire, concernant l'endroit où se trouverait cette crypte-là, j'en sais pas plus. Là. T'en sais pas plus. Par contre, avec les premières lueurs du jour, puis ta capacité d'avoir Dark Vision, puis de bien t'orienter autour de toi, s'il y a des bâtiments ou autres dans ces premières parties de la forêt, en fonction des indications que vous ont donné l'espèce de monstre, ce cultiste décharné, si tu t'en vas à la bonne place puis que tu fais des bons jets, tu risques de trouver quelque chose. C'est pas rare d'avoir des ruines dans les grandes forêts. Fait que je veux pas que tu aies l'impression que c'est comme la cité perdue d'Indiana Jones, impossible à trouver. Là. Okay. S'il y a une construction ou une bâtisse, puis que tu es orienté dans le bon sens, tu vas finir par voir de quoi. Ok. Je vais... Je vais me tourner vers... Je vais dire aux frères... je veux dire... Écoutez, je comprends que vous avez votre objectif et je ne peux pas vous en vouloir de rechercher un endroit où vous pourriez vous sentir en sécurité, sauf que avec les informations que cette créature vient de nous dire, je dois avouer que je serais plus en paix avec moi-même d'aller nettoyer cette crypte dont elle fait mention. Voyez-vous, je ne veux pas vous convaincre de me suivre, mais j'avais autrefois, avant de devoir nettoyer ces champs de bataille, donc j'étais très, très tourné vers l'entretien de la pensée des ancêtres et du maintien de notre foi et de nos croyances. Alors, de ce fait, je suis beaucoup plus en paix avec moi-même si je vais aller vérifier ces dires et, disons, mettre du neuf là-dedans. Je peux comprendre. Je dois vous avouer que pour ma part, je ne suis pas trop certain que de suivre la piste vers ce contact dans la forêt est une bonne idée. Hein? C'est quelqu'un qui peut nous apporter certes des connaissances, mais ne l'ayant pas rencontré moi-même. Et à dire vrai, avec les premières lueurs du jour qui semblent poindre à l'horizon, le retour vers mon propre campement n'est pas possible. Comment expliquer que certains d'entre nous sont morts? Pas avoir aucune explication autre de l'occultisme. Non, je préfère ne pas retrousser chemin. Alors, du coup, vous allez nous suivre ou... À une condition. Laquelle? J'apprécierais en savoir plus sur votre passé, votre religion. Après tout, nous sommes tous les deux des hommes de foi et pour être honnête avec vous, puis tu vois qu'il est vraiment super gêné, là, comme si quelqu'un allait prononcer quelque chose de comme imprononçable. Je n'étais même pas certain que vous étiez en mesure de parler. La propagande à l'intérieur du royaume envers votre espèce est honteuse, dégoûtante. Vous n'êtes pas ces monstres sanguinaires que l'on nous raconte ou qu'on nous vend. Et si vous avez une certaine forme de foi, eh bien, cela vous dit dire que nous avons quelque chose en commun. Ouais, où la divergence est le plus palpable, c'est le fait que... Est-ce que je suis un peu au fait de la religion humaine ou pas du tout? Un peu. Eux sont beaucoup moins au courant que vous l'êtes d'eux. Puis la religion humaine, sans rentrer trop dans les détails, parce qu'on pourra l'explorer dans une prochaine aventure avec un clerc. C'est une religion qui est très axée sur du polythéisme, un peu plus proche du panthéon grec, c'est-à-dire des divinités suprêmes qui semblent tout diriger, puis après ça, des divinités qui représentent chacune des sphères de la vie humaine au quotidien. Donc, c'est l'équivalent des domaines des clerics, mais chaque domaine a sa divinité. Il n'y a pas plein de sous-divinités, là, c'est une religion assez simpliste. Tandis que de votre côté, du côté nain, c'est beaucoup plus animiste, plus proche du shintoïsme japonais. La religion, c'est tout autour de toi. Puis, un peu inspiré aussi du panthéon, de la notion nordique de la religion, c'est-à-dire les ancêtres et le Valhalla, qui sont représentés ici sous le nom inclusif de les ancêtres. Fait que toi, t'es plus au courant comment la leur marche, que eux sont au courant de votre religion. Comme ils viennent de te le dire, ils ont l'impression que t'es un monstre, tu sais, fait. Voilà.
Bon, écoute, dans ce cas-là, je vais y aller. Je vais y aller ici. Je veux dire, écoutez, si c'est votre unique condition pour nous accompagner, je ne suis pas du tout mal à l'aise de vous partager le fait que nous ne sommes pas des sauvages qui se battent dans la boue et qui mangent de la viande crue. Nous avons une approche beaucoup plus tournée vers nos aïeux. Et vous, nous ne sommes pas comme vous avec une hiérarchie divine composée de plusieurs individus plus grands que nature qui dominent l'ensemble de la société avec leur pouvoir divin. Non, nous sommes plutôt tournés vers... Notre foi est un tout, ce tout se retrouve partout. À la fois, nous sommes très tournés vers la Terre. Vous êtes pas peut-être au courant qu'il y a de très nombreuses années, nous vivions surtout sous terre dans des espèces de cités souterraines et nous avons toujours gardé ce contact avec le sol qui est sous nos pieds. Nous sommes dans le concret, nous sommes dans le présent, nous sommes dans ce qui demeure tangible et ce qui a été tangible. Donc, nos aïeux, nos ancêtres, qui autrefois ont marché sur Terre, sont, disons, les gardiens de l'au-delà, en quelque sorte. Ils sont ces personnes que nous respectons, à défaut de vénérer. Je ne veux pas rentrer dans ce qui ne me regarde pas. Puis je présume que pendant ce temps-là, vous préparez votre équipement puis vous commencez tranquillement à vous diriger dans la direction qu'on explorera dans quelques instants. Mais il pose quand même une question, à te voir si tu lui réponds ou non. Qu'est-ce qui vous amène ici? Vous savez, c'est le genre de choses que je ne suis pas du genre à parler à un premier rendez-vous. C'est où est-ce que je veux dire. Je suis désolé, je ne voulais pas outrepasser les liens de notre relation. Disons simplement que j'ai eu une période de mon existence où, malgré mes bonnes intentions envers mon peuple, malgré mon implication religieuse, j'ai toujours eu cette espèce de bouillonnement en moi qui m'a toujours poussé à vouloir, oui, me dépasser, oui, vouloir accomplir des choses, mais souvent au départ des autres. Et parfois, il se peut arriver que lorsque les gens me dérangent ou que se trouvent dans mon chemin, je sois du genre à réagir promptement et violemment. Je vais dire ça ainsi. Ah. Il semble comprendre un peu ce que tu insinues, mais ne posera pas de questions, par respect. C'est quelqu'un qui a un bon insight passive, un individu très sage. Il reconnaît qu'il y a certaines zones qui méritent d'être explorées et d'autres qui demeurent ton jardin secret. Puis tandis que tu te sépares un peu de cette discussion, tu revois cette même image de plus en plus claire et limpide pour toi, pour nous, pour les auditeurs. Toi, en position montée complète, contre ton adversaire plaqué au sol. Tes poings, tes jointures fendues sous l'impact de ce crime que tu as commis, qui t'a relégué ici, dans ces travaux forcés. T'évacues une image qui te hante depuis plus de 200 jours, le temps de ton crime, de ton procès, de ton voyage et du début de tes travaux forcés. Ce crime qui pèse lourd sur ta conscience, et sur ton moral. Tu es résolument une bonne personne, Oscar. T'es là pour les autres, t'es à l'écoute, mais en toi sommeille une forge qui ne peut pas s'éteindre. Et lorsqu'on ravive trop la flamme, on se brûle. Et tu t'es brûlé. Les mains, les poings, sur le visage d'un innocent. T'évacues cette pensée, puis tu continues à préparer tes différents équipements. Et tranquillement, vous vous remettez en marche. J'aimerais juste que tu me valides la direction que tu veux explorer, Oscar. La route du ruisseau qui te mènera potentiellement vers le Grand Pin, ou bien est-ce que tu veux plutôt suivre les ruines à l'intérieur de la forêt et tenter de retrouver immédiatement le tombeau? Les ruines. Excellent. Tu chasses de ton esprit cette image sombre, difficile à revivre. Puis avec ton groupe, vous vous remettez en chemin, laissant derrière vous votre sale besogne que vous avez effectuée dans les heures précédentes. Et votre chariot plus loin dans la forêt.
Tu continues à regarder autour de toi, être très attentif au moindre lieu où vous mettez les pieds. La lumière du jour commence faiblement à percer à travers l'épais canopé de feuilles. Avant de te diriger vers les ruines, je vais te demander de faire un D20 plus perception, s'il te plaît, pour faire suite aux pattes que tu as vues hier, les traces de pattes au sol. Bien sûr. C'est un 18. 18. Tu regardes puis tu inspectes autour de toi puis tu te rends compte que les pins sont très collés entre eux, l'épais canopé. Les premiers mètres sont dégagés parce que justement ces arbres-là sont tellement grands qu'ils ont voulu aller chercher un maximum de lumière. Mais c'est super dense au-dessus de toi. Puis quand tu inspectes plus attentivement justement les branches entremêlées qui semblent fermer cette forêt dense, tu remarques qu'il y a quelque chose entre les branches, comme une sève très solide, visqueuse, qui semble nouer les branches les unes aux autres. Puis plus tu inspectes avec ton 18, plus tu remarques autour de toi une très impressionnante collection et colonie d'insectes qui semblent vivre au-dessus de vous et dans la forêt autour de toi. Dès que les arbres bougent proches les unes des autres, il y a d'épaisses toiles qui semblent être tissées autour de toi dans la forêt et qui servent à capturer les nombreux insectes qui s'infiltrent à ce point-ci. T'es pas un grand chasseur, mais tu sais qu'un terrain aussi vaste et aussi sauvage abrite des prédateurs et que pour grimper au sommet de la chaîne alimentaire, il faut avoir plus d'un tour dans son sac. C'est donc avec plus de précaution que tu vas avancer, remarquant que le prédateur ici ne semble pas être un loup, ni même les chiens que tu as vus plus tôt, mais une bête, plus ancienne, plus étrange. On verra. Je vais te demander de rouler un D20 plus investigation, s'il te plaît. Je crois même qu'à partir de ce moment-là, je vais comme rester vraiment plus sur mes gardes. Je te bourrais, je vais vraiment prendre l'appel et la tenir dans mes mains. L'investigation, ça va me donner un 3. Tu regardes autour de toi puis t'es pas capable de déconnecter tes yeux de ces toiles-là. En disant que c'est impossible, mais après avoir vu un humain être amené à la vie puis essayer de dévorer son semblable, rien ne te semble improbable ou impossible. Mais t'as l'impression que les toiles d'araignées qui sont présentes autour de toi sont beaucoup trop grandes et beaucoup trop grosses pour appartenir à de petits spécimens comme ceux que vous voyez dans les profondeurs des citadelles. Dans les légendes et les contes qui parlent des ruines qui peuvent peupler la forêt, ou des monstres qui peuvent te réveiller dans la nuit, te kidnapper dans la noirceur. Il n'y a pas de mention spécifiquement d'araignées ou autres monstres du genre. Mais après tout ce que tu as vu, comme je te dis, tu es sur tes gardes. Puis tu es tellement absorbé dans ces contes et légendes que tu as de la difficulté à retrouver les ruines ou autres autour de toi, ou le semblant d'une piste, si bien que cette première heure de la journée, vous allez vous promener dans la forêt et vous allez un peu errer. Et à ton grand plaisir, Père Philippe et non pas Oscar, on va rouler sur une table aléatoire. Alors, je t'invite à rouler un des 10, s'il te plaît. Yes, absolument. Un des 10, là. Ça va être un 3. 3. Ben, on poursuit un peu la thématique. Puisque tu continues à progresser à l'intérieur de la forêt, puis tout est de plus en plus sombre, puis tu vois au loin, à travers comme les troncs, que la lumière semble apparaître dans la plaine. Mais plus tu t'enfonces dans la forêt, plus tu te rends compte qu'il y a cette espèce de noirceur omniprésente autour de vous. Oui, c'est le jour, c'est visible, vous n'avez pas besoin de torche pour vous éclairer, mais c'est super dense et sombre. Puis au bout d'un moment, tu essayes de jongler à travers les troncs, puis tu gardes les pieds au sol, puis quand tu lèves les yeux, tu remarques au loin, au bout ce qui semble être une corde, un daim ou autre petit cervidé qui se balance, emprisonné dans quelque chose, au rythme du vent. J'avoue que je suis pas non plus un épais, là. Je fais le 1 plus 1. Fait que je vais probablement comme me tourner vers les gens qui me suivent, puis je vais leur dire prenez vos armes. Je crois qu'il y a des bêtes qui vivent dans ces bois qui pourraient ne faire qu'une bouchée de nous comme de ce pauvre daim. Dis-je en le pointant du doigt au loin. Excellent. Fait que tu pointes en direction du daim, puis tu vois qu'il se balance, puis tout le monde est comme super sur ses gardes. Puis instinctivement, tout votre petit groupe se resserre un peu plus pour essayer d'être plus près puis plus aux aguets. Ce qui va te donner un avantage sur ton prochain jet de survival et de perception ou de perception. Tout dépendant si tu veux investiguer davantage ce lieu ou tu veux continuer à t'enfoncer dans les bois. Je
pense que je vais. C'est plate un peu, mais, mais Oscar n'est pas du genre curieux à Non, ce c'est genre correct, d'éléments-là. correct. Fait que il va simplement continuer à s'enfoncer dans les bois en faisant comme no. Parfait. Roule un des 20. Plus survival à avantage, appuyé par ton groupe qui est comme on s'en va d'ici. Ouais, définitivement. Ça va donner un 17. 17, excellent. Vous semblez retrouver peu à peu votre chemin, vous éloignant du ruisseau, puis te promenant autour de toi pour essayer de ne pas suivre ce chemin naturel que tu sais qui est aussi souvent le chemin où vont être tendus les pièges des prédateurs. Oui. Tu comprends un peu le fonctionnement de cette forêt puis de la chasse. Tu viens d'un peuple qui a été exilé de ces montagnes et est devenu nomade. Pour toi, ta vie, ça s'est passé dans la vie sauvage. Donc, tu sais que si tu veux pas te faire attaquer, va loin des plans d'eau, va loin des endroits où les proies pourraient se rendre, puis prends davantage le chemin du prédateur. Donc, vous bifurquez, dès que vous voyez des game trails, des petits chemins où il pourrait passer de plus petites bêtes, vous en allez de là. Vous prenez pas le chemin facile. Ça rend votre trajet plus lent, plus long, mais plus en sécurité. Okay. Et avec ton 17, vous commencez à apparaître. C'est peut-être Gimwick qui en fait la mention. À travers les pierres qui jonchent le sol, gigantesques blocs de granit ou autres composantes qui sont recouverts d'une mousse épaisse. Certaines de ces pierres-là sont façonnées, comme si elles avaient été tranchées, taillées. Il y a des représentations très animistes, des animaux ou autres qui ont été gravés dans la pierre. Et tu reconnais des ruines. Je reconnais des ruines naines. Tu reconnais des ruines. Okay. Pour l'instant, tu n'es pas capable d'en signifier l'origine précise, mais le travail de la pierre, oui, c'est très apparenté à ton peuple. Donc, fort probablement que les nains qui habitaient jadis ces terres ont aidé à bâtir ou à construire ces ruines, ou plutôt la personne qui leur a appris ce qu'ils savaient les a construits, ou eux l'ont appris à la personne qui l'ont construit. C'est comme flou, là, temporellement, les ruines puis le lien avec ton peuple. Mais c'est du travail d'un être humanoïde qui sait travailler la pierre. Yeah. Tu continues donc pour cette deuxième heure ton chemin. Et pour entamer la troisième heure de la journée, puisque tu réussis ton jet de survie, tu n'as pas été obligé de rouler sur la table, je vais t'inviter à rouler sur la table un des 10 ainsi qu'un jet de survie. Ainsi qu'un jet de survie? Oui, tout à fait. Je voulais juste voir avec toi, parce que je suis un nain, j'ai comme... je pense que, ouais, je connais, je suis comme vraiment bon côté... ouais. Histoire avec le lien avec la pierre et tout ça. Je peux-tu juste essayer de comme guesser un peu l'âge de cette oui, tout à fait. Puisque tu as le trait Stone Cunning. Absolument. Stone Cunning, c'est hâte, je trouve. Connaissance de la pierre, traduction libre poche. À chaque fois que tu fais un jet d'histoire relié à l'origine du travail de la pierre, tu peux ajouter ton jet de proficiency au check. Donc ton proficiency est en plus 2. Tu peux faire un history, donc moins 1, plus 2. Donc tu vas rajouter un plus 1 sur ton jet. Et ça va être un 13. 13. Tu inspectes la pierre puis le travail qui a été fait avant de poursuivre ton chemin. Puis tu te rends compte que c'est vraiment du travail de qualité, mais très ancien. Il y a quelque chose dans juste la représentation rupestre de ce qui est mis sur la pierre qui est très vieux. Un peu comme plus proche des grottes de Lascaux, tu sais, ou autres représentations des animaux un peu difformes. Tu sais, il n'y a pas... La personne qui a fait ça n'avait pas une connaissance pointue de l'art ni de la nature. C'est plus proche de quelque chose de druidique comme une œuvre ou les gravures que tu as entendues, les ancêtres relatés dans les citadelles naines, que tu sais, c'est quasiment comme si tu pouvais voir les gens en personne. Tu sais, c'est comme une bête, puis plus tu reprends du recul, tu te rends compte que c'est comme un quadrupède gigantesque avec de très grandes ailes. Hein? Un quadrupède avec des ailes? Tout à fait. Oh Jésus. OK. Mon Dieu Seigneur. OK, parfait. Ben, je vais continuer sur la route. Ça me dit rien, tout ça, comme type de bestiole. Roule un des 20 plus nature. J'ai oublié qu'on lançait des jeux dans ce jeu-là. Mm-hmm. 8. 8. Pas vraiment. C'est le mélange d'un oiseau pis d'une bête
t'es pas capable d'attacher à comme... C'est pas un cochon volant, là. Visiblement, le quadrupède semble être un prédateur, tu sais, juste dans la pose, puis la façon dont les pattes sont placées. Mais il n'y a rien qui te vient à l'esprit avec ton 8. Mais c'est un prédateur qui est représenté, par contre. Parfait. Dans ce cas, je vais continuer. Je vais continuer mon chemin. Tu continues ton chemin. Roule avec ouais, roule juste un D10, s'il te plaît. Pas besoin de faire ton jet de survie. Je cherche mon 10. Ok, il est là. C'est pas comme si j'avais 3 sets de dés quand même. Ça va être un 9. Ok. Tu continues ton chemin. Tu suis les ruines. Ayant retrouvé cette trace de cette grosse pierre, puis des différentes pierres de même apparence, un peu plus pâles au sol. Tu suis ce qui semble être des chemins où, comme si une ville avait été ensevelie par une montagne qui avait repris sa place. On parle d'une civilisation qui date de plusieurs centaines d'années. Tu sais, il y a eu ce qui semble avoir menacé votre peuple puis l'exilé des montagnes il y a de ça plusieurs siècles. Mais là, on parle de quelque chose d'encore plus ancien. Pour te donner une analogie plus moderne, c'est pas comme si tu avais trouvé quelque chose du début du siècle. Là. C'est comme si tu étais dans une pyramide égyptienne, tu comprends, en termes d'âge puis d'ancienneté, mais par-dessus laquelle il y a une forêt qui a repoussé. Comme si soudainement, la civilisation avait disparu. Et la nature avait juste repris sa place. Puis tu poursuis ton exploration en suivant les pierres puis les chemins sinueux à travers la forêt. Puis au bout d'un moment, t'es surpris de constater sur un arbre une flèche plantée dans le bois. Récente. En t'approchant de l'arbre et en regardant, tu vois que le bois a commencé à pâlir, mais que la flèche, elle, semble être d'assez bonne facture, d'assez bonne composante, puis les plumes au bout de cette dernière ne semblent pas être effritées. Ouais. Récente. Quelques jours, quelques semaines. On parle pas de quelque chose des ruines. Je vais aller je vais juste demander à Gimwick, que je considère comme étant probablement quelqu'un de plus intelligent que moi en moyenne. Je vais juste lui demander, Gimwick, est-ce que ça te dit quelque chose, cet endroit-là? Est-ce que tu as déjà lu de quoi ou... De la façon qu'on va fonctionner, parce que j'aime ça que ça soit toi qui roule les dés puis pas les NPC. NPC, ouais. Fait qu'il va te donner avantage sur ton jet d'history. OK. Ou d'investigation. Est-ce que tu cherches plus à savoir la flèche, elle appartiendra à qui ou comme pourquoi il y a une flèche ici? Je pense que je vais être plus pragmatique, fait que ça va être l'investigation. Excellent. Fait qu'investigation à avantage. Et oui, quand même, ça va donner un 17. 17. La flèche ne me dit rien, mais... Bon, ça va paraître un peu stupide, mais s'il y a une flèche, il y a un chasseur. Ou à tout le moins, il y a un archer. Il va regarder autour, puis tu fais signe aux autres de chercher un peu. C'est comme il y a eu un affrontement ou quelque chose ici. Puis finissez par retomber sur des traces humanoïdes. 2 choses qui semblent avoir laissé des traces dans la boue. Un endroit où l'archer a dû s'installer pour tirer. Mais sa proie n'est pas présente. C'est bien étrange. Bon, continuons la route. Je ne vais pas toucher à la flèche parce que je trouve quasiment que ça peut soit être un piège ou un avertissement. Fait que je vais la laisser là. OK. Oui. Puis est-ce que tu poursuis les ruines ou les traces de pas? Les ruines. Excellent. Tu laisses les traces de pas de côté, puis tu continues ton chemin en marchant continuellement vers les ruines. Je vais t'inviter à rouler une dernière et ultime fois sur la table de 10, s'il te plaît. Parfait. Ça fait combien de temps qu'on marche, là? Ça fait combien de temps qu'on a Ça doit être à peu près la demi-journée. Tu sens que le soleil semble être plus proche du zénith. Peut-être déjà un bon 5 heures que vous êtes en route, 5-6 heures, vous êtes parti très tôt le matin et vous commencez à être très fatigué n'ayant pas passé une nuit complète sur place. J'ai eu un 8 sur le D10. Nice! Toujours dans des cases différentes de la table. Tu continues ton chemin, puis plus profondément dans la forêt, tu remarques que les petites pierres que tu étais capable de spotter à distance puis qui faisaient que tu te guidais à l'intérieur de la forêt semblent être soudainement présentes en plus grande quantité et forment
une alcôve façonnée à l'intérieur de cette forêt. Comme si des monolithes avaient été placés. Puis au centre, tu reconnais, bien qu'il y a beaucoup de mousse, de terre, puis des petits arbustes qui commencent à pousser, comme s'il y avait eu un endroit pour faire un feu. Puis avec ton intelligence, du stone cunning, puis de la connaissance des citadelles naines, puis du travail de la pierre, il y a véritablement quelqu'un qui a façonné ici un air de repos. Un lieu de rassemblement. C'était peut-être anciennement, jadis, que plusieurs millénaires. Un parc, une maison, une cour intérieure, qui sait. Mais avec ton jet de survie précédent du début de la journée, tu te doutes bien que ce lieu-là peut te donner un bon repère pour la prochaine heure ou les prochaines heures. Est-ce que... Juste regarder, parce que je vais encore me fier sur le jet de survie que j'ai eu. Est-ce qu'on semble être les premières personnes à passer ici depuis comme un fichu de bon moment? Il n'y a pas de traces, mis à part la trace de pas que tu as vu plus tôt, là. Il n'y a pas genre des trails ou des chevaux qui sont passés. Peut-être quelques individus furtifs que tu mélangerais à des pattes ou autres qui ont foulé le sol. Mais il n'y a pas présence humaine en abondance. Puis la forêt est assez dense. D'après toi, oui. Ok. Tu sais, je suis quand même un peu... pas excité, mais je suis comme un peu enthousiaste. Je suis genre comme... ça semble être une... Je ne pensais pas qu'être fossoyeur me viendrait à faire découvrir des anciennes ruines naines qui n'ont pas été visitées depuis de nombreuses années. Puis j'essaie de voir, tu sais, les autres, est-ce qu'ils sont aussi comme genre, oh shit, c'est quand même cool, ou le monde est tout un peu comme... Erlek est encore totalement sous le choc, là. Ouais. Puis il est fatigué. Puis le souffle est court. Puis c'est là que tu te rends compte que si vous avez déjà traversé le pont, vous êtes sur le point de franchir le point de non-retour puis de devenir exténué. Vous n'avez pas dormi, vous vous êtes battu, vous avez votre journée dans le corps. Toi, t'es excité puis c'est ce qui te donne de l'énergie, plus les 2 grosses shots d'adrénaline que t'as eu. Lui, il est à bout, là. Il est vraiment à bout. Okay. Gimwick, pour sa part, semble de plus en plus prendre conscience de ce qui s'est passé. C'est comme un peu, tu vis un événement traumatisant puis tu t'en rends compte juste plusieurs heures plus tard. Quelqu'un fait un accident de voiture puis il se rend compte genre des heures plus tard comme shit, j'ai fait un accident de voiture. Lui, il commence à prendre conscience de comme ouais, ok, il y a des ruines puis tout, mais il jette toujours des coups d'œil vers le ciel dans l'air de se dire va falloir redormir ici. Puis tu sais pas à quel point il est prêt à affronter la nuit. Okay. Pour ce qui est de Gianni puis Bessem, ils portent quelque chose de lourd puis de silencieux, la perte de leurs compatriotes. Et ce n'est pas leur maison. Donc pour eux, il y a un mélange de oui, stupéfaction de voir des ruines, mais aussi comme de crainte, puisque ce n'est pas un héritage de leur propre peuple. Ok. Je vais dire à tout le monde, je vais prendre comme la parole un peu globale, puis je vais leur dire écoutez, je crois que nous sommes tous très fatigués du moment et de la situation et des dernières heures que nous avons vécues. On pourrait prendre le temps de se reposer, prendre un bon vrai repos. Ici même, je pense que nous sommes en sécurité à l'intérieur de cette alcôve. Les murs semblent solides et le territoire semble être vide de tout danger. Une pause ne serait pas de refus. Tu vois qu'Erlek tout de suite jette son sac, s'accote près d'un mur, puis commence à déchausser ses bottes. Puis là, il se sent comme rassuré par ce que tu as dit. Puis là, il va juste prendre le temps de comme laisser tomber tout le poids sur ses épaules. Puis tu vois qu'il y a des moments d'alternance entre comme je prends soin de mon équipement, puis des moments de silence, de comme j'ai perdu un compatriote. Puis on a affronté des choses vraiment weird. Gimwick le suit. Puis Gianni et Bessem déposent leurs choses, mais Gianni se rapproche de toi. Quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a? Je comprends qu'on vous suit, mais... Les traces de pas plus tôt, ça ne vous a pas inquiété? Je veux dire, que ce soit ces traces de pas là, que ce soit le daim qui pendait dans les airs, attaché dans une corde, que ce soit le fait que nous avons combattu des morts-vivants il y a quelques heures. Oui, tout m'inquiète, mais au final, il faut prendre une décision. C'est bien que vous ayez cette force. Tu vois qu'il fixe ses souliers, puis le sol, puis il ose pas te regarder dans les yeux, puis au bout d'un moment, il semble ramasser son courage, puis il te fixe. Je ne sais pas ce qui vous a amené ici, mais vous m'avez confié être un homme
de foi, ou tout le moins rattaché à une certaine forme de foi que vous appelez vos ancêtres, n'est-ce pas? Ouais. C'est assez inhabituel, mais j'aimerais peut-être me confesser à vous. Je fais... écoutez, j'ai une certaine confession de... Je veux dire, j'ai une certaine historique de foi et... mais je n'ai pas le titre ni l'aise, si on veut, à entendre des confessions, à même ni les pardonner également. Si vous avez tout simplement un secret à me partager, je suis prêt à le prendre, mais je ne peux pas vous... Non, ce n'est pas quelque chose qui pèse sur ma conscience, je vous ai déjà tout dit. C'est plutôt... J'aimerais retrouver le calme d'une prière. Voudriez-vous m'accompagner? Dans votre foi, bien sûr, dans un moment de recueillement. No joke, je trouve ça quand même vraiment louche comme besoin, comme call. Je peux-tu essayer de percer, à voir s'il essaie de soit m'amener ailleurs pour attirer mon attention ailleurs ou... Roll un Devil plus Insight. Je trouve ça vraiment weird comme demande. Ça va donner un 14. 14. T'essaies d'inspecter, puis tu trouves ça vraiment louche, le fait qu'il veuille se recueillir, puis en observant plus longtemps le personnage, il y a quelque chose qui se révèle à toi, tu sais. Il est pas fourbe, il a pas de malice, au contraire, il est faible, puis il a perdu la force, et son seul refuge, c'est sa foi. Il n'y a rien d'autre à quoi s'agripper. Il est juste ici comme prêtre, puis là, il a pris la dérape de sa vie. Il prend conscience du fait dans les dernières heures que vous n'êtes pas des monstres, que vous faites preuve d'humanité, que vous êtes capable de discuter. Pour lui, là, il a juste besoin de s'ancrer dans quelque chose. Puis tu remarques qu'il n'arrête pas de toucher son espèce d'amulette, de symbole religieux, une espèce de flamme qu'il a, qui tient toujours fermement quand il prononce ses prières ou d'autres. Il n'y a pas de méchanceté. Avec ton 14, il n'y a pas de méchanceté. Il n'y a pas de fourberie. Il y a juste un homme perdu. Bon, écoutez, ça me... Venez, on va se recueillir et en espérant que ça puisse vous apporter un peu de repos émotionnel. Je l'apprécie. Il s'en va un peu à l'écart, puis tu te rends compte dans ses rituels, puis dans ses mouvements, que c'est pas très différent de ce que tu vivais dans ton ancienne vie d'acolyte. Quand tu remarquais d'autres prêtres ou d'autres membres ecclésiastiques procéder à des rituels ou des rites par rapport aux ancêtres. Les divinités sont différentes, les objets utilisés dans les rites sont très différents, mais il y a cette espèce d'aspect solennel, puis bien malgré toi, bien qu'au début tu étais réfractaire à cette idée, il y a quelque chose de réconfortant aussi pour toi. De voir quelqu'un effectuer plein de gestes mécaniques, appris machinalement, pour comme se recentrer. Puis vous placez un peu à l'écart du groupe dans ce gigantesque cercle de pierre, puis tandis qu'il fait aller un petit peu ses prières, ses livres de foi, qu'il récite en tenant son chapelet, son amulette, t'as tendance à juste te perdre dans tes pensées, puis t'observes les pierres autour de toi. Puis tu remarques que les gravures qui sont ici sont plus nombreuses, sont plus détachées. Puis dans ce moment de recueillement, tu suis, puis tu te rends compte que les pierres qui forment ces espèces de cercles, imagine-toi une espèce de scène ou d'arène, de théâtre extérieur, de pierre, qui est au centre un lieu de recueillement. Fait que c'est un lieu social, mais il y a une fresque, il y a un aspect religieux par rapport au lieu qui est autour de toi. Puis tu suis, puis ces gros blocs de pierre-là qui sont marqués, sont travaillés, et tu remarques toujours des humanoïdes de petite taille qui semblent combattre quelque chose. Puis dans une autre pierre, c'est des humanoïdes de grande taille, ou des hommes mi-humains, mi-cheval. Et toujours, ils semblent unis ensemble pour combattre des monstres, des êtres ailés qui semblent voler dans le ciel. Puis tu remarques qu'il y a toujours la prouesse de voir ces guerriers-là. C'est très rupestre, très rustre comme art. Mais il y a quelque chose d'émotionnel puis d'émotif pour toi parce que tu réalises que ce que tu as devant toi, c'est une certaine forme d'ancêtre. C'est ça, les ancêtres aussi. C'est les peuples qui ont travaillé ensemble pour combattre quelque chose. Puis tu suis cette fresque-là, puis tu arrives sur une fresque parmi d'autres qui te perturbe, qui te parle. Comme quand tu te promènes dans un musée, puis soudainement, il y a une œuvre qui
t'interpelle. Ouais. C'est plein d'humanoïdes, avec un humanoïde en surplomb, plus grand, qui semble émaner une lueur, puis qui tient une arme dans son bras. Puis je te demande de faire un Devon plus Religion. 16. Et dans ce moment-là, autour de toi, placé dans ce cercle de pierre, à essayer de reconnecter avec justement ce qui t'entoure, tu prends conscience de quelque chose que tu avais mis sur mute dans ton esprit. Le bruit des oiseaux peut-être autour de vous. Toi qui avais tous les sens en aguet pour voir le danger, t'as oublié d'y voir la vie. Tu remarques les petites mouches, les insectes au sol, les oiseaux, le bruit au loin de ce qui semble être une bête, un cervidé, le cognement du bec du pic contre un arbre. Et tu prends connaissance de toute la vie dans ce monde de noirceur. Avec la lumière du jour est revenue cette dose d'espoir. Puis tu te sens investi. T'as pas une révélation, t'as pas une voix qui vient te parler. Mais en fixant cet être-là qui semble se distinguer de la masse, tu es l'extension du sang de tes ancêtres. Tu as dans la force, dans cette rage qui t'anime, ton sang qui bouillonne, celui des vainqueurs, celui des victorieux. C'est une expérience personnelle super profonde, très révélatrice. Tu es capable, tu as prouvé que tu n'étais pas un bas meurtrier et que ta rage, que tu n'étais pas capable de contenir, pouvait être mise aussi au service de défendre les tiens. Et dans cette expérience révélatrice, Oscar, comment réagis-tu? Écoute, tu viens de me faire un très long, très long speech sur le sujet. Probablement que j'ai comme un espèce de moment, un espèce de petit moment d'hésitation que je dépose. Je dépose probablement une espèce de mes gros doigts boudinés de nain sur l'espèce de peinture rupestre représentant l'individu qui sort du lot. Puis que je prends conscience qu'au final, c'est un peu ça aussi le concept de nos ancêtres. C'est des gens normaux qui ont décidé d'être capables de se lever puis qui ont pris les responsabilités de vouloir accomplir des choses que d'autres ne voulaient ou ne pouvaient pas accomplir. Fait que probablement qu'à ce moment-là, je suis comme conscient que qu'est-ce que je vis présentement avec les autres personnes de la charrette, et que ce soit des humains ou des nains, que probablement que c'est possible que des gens racontent ce qui se passe présentement, racontent un peu cette espèce de moment d'unicité qu'on fait preuve entre deux espèces différentes, et que dans plusieurs années, c'est possible, je le dis pas de manière prétentieuse ou de manière hautaine, mais c'est possible que moi-même je sois perçu par d'autres personnes comme étant un de ces futurs ancêtres-là, en quelque sorte. Fait que je me sens comme très impliqué, je crois, émotionnellement par ça. Probablement que on dirait que je deviens, même si je le faisais un peu par défaut, par, on va dire, attitude primaire de qu'est-ce que Oscar est, probablement qu'à ce moment-là, j'embrasse plus amplement cette espèce de rôle-là que j'ai en tant que leader de groupe. Et que je deviens comme, probablement, comme, pas nécessairement plus... probablement que, tu sais, au début, j'avais plus une pensée que je me disais où les nains, on va les sauver, puis les humains, il viendra ce qu'il viendra. Sauf que là, j'ai comme une espèce de moment d'unicité où est-ce que j'ai comme un besoin de réussir à sauver tout ce petit groupe-là ensemble, même si on est toutes des couples jarrets, puis des personnes qui ont été comme apportées pour des crimes. Mais justement, c'est ça qui est beau là-dedans, c'est que souvent comment est-ce qu'on voit un vrai héros? C'est pas quelqu'un qui accomplit des gros faits depuis, on va dire, sa tour d'ivoire. C'est quelqu'un justement qui réussit à sortir de la boue pour accomplir des faits qu'il aurait autrefois jamais été capable d'accomplir. C'est pour ça que je me sens vraiment plus investi par ça, et que j'ai probablement un sentiment vraiment plus protectionniste que j'aurais eu autrefois par rapport à tout ce regroupement-là au complet. Tandis que ton regard s'attarde sur chacun des êtres qui composent votre groupe, qui pensent leurs blessures, puis tu vois qu'il y en a déjà certains qui profitent de la chaleur un peu de ce lieu, puis du caractère apaisant pour se reposer. On va terminer notre 4e épisode.